Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Les institutions africaines se disent inquiètes au sujet de Soumaïla Cissé, portée disparue depuis le 25 mars dernier. C'est le cas notamment du Parlement panafricain. L'institution appelle le gouvernement malien à intensifier ses efforts pour retrouver le chef de file de l'opposition. La Guinée reçoit du matériel médical de la part du Maroc. Une cargaison d'équipements médicaux est arrivée ce lundi 15 juin à Conakry. Cette aide médicale avait été déployée par le roi Mohamed VI pour venir en aide aux États africains dans leur lutte contre le coronavirus. Et enfin, au Cameroun, les écoles s'équipent pour assurer une reprise des cours en toute sérénité. En zone rurale notamment, les directeurs d'établissements ont reçu du matériel médical de la part de l'UNICEF. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, au Burundi, le président élu Evariste Ndayishimiye est investi ce jeudi 18 juin au stade Ingoma dans la capitale Gitega. Une investiture organisée avec 2 mois d'avance en raison du décès soudain de l'ancien chef de l'État, Pierre Nkurunziza, le 8 juin dernier des suites d'un arrêt cardiaque. Propulsé à la tête du pays, le nouveau président se heurte déjà à des défis de taille. Le Burundi, qui a fait face à des années de crise politique, est aussi marqué par une longue guerre civile ayant fait au moins 300 000 morts entre 1993 et 2006, dans un pays où près de 75% de la population vit sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Le successeur de l'ancien président, Pierre Nkurunziza, doit également s'interroger sur le développement de l'économie nationale mise à mal par le coronavirus. En Tanzanie, le président John Magufuli a annoncé sa candidature pour les élections générales prévues en octobre. Ce mercredi 17 juin, le chef de l'État est en effet venu récupérer les formulaires de candidature au siège de son parti, le CCM. La veille, le président John Magufuli avait dissous le Parlement en vue des prochaines échéances électorales. Alors que l'opposition continue de s'insurger contre un climat de tension, le chef de l'État s'est engagé à ce que ces élections soient libres et équitables, et ce pour l'ensemble des partis politiques. Des scrutins électoraux qui pourraient se dérouler dans un contexte de crise sanitaire. Une situation épidémique constamment minimisée par le chef de l'exécutif, mais qui attise la colère de l'opposition. Pour le moment, la date de la prochaine élection présidentielle n'a pas encore été fixée. Cela fait à présent 3 mois que Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, est portée disparue. Une situation qui inquiète grandement plusieurs institutions africaines. C'est notamment le cas du Parlement panafricain. L'institution a en effet exhorté le gouvernement malien à intensifier ses efforts pour retrouver Soumaïla Cissé, enlevé le 25 mars dernier. Graziella Tchakounte et Aïssatou Bari. Les autorités maliennes font-elles tout pour retrouver Soumaïla Cissé? Près de 3 mois après son enlèvement, le chef de file de l'opposition est toujours aux mains de ses ravisseurs. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, le Parlement panafricain et l'Union parlementaire africaine appellent à l'intensification des efforts pour obtenir sa libération. Nous sommes très inquiets en cette période très compliquée avec le Covid-19 qu'un parlementaire soit détenu. Et nous remercions le gouvernement malien pour les efforts qu'ils sont en train de mener pour la libération de Soumaïla. Mais nous pensons que ces efforts doivent se multiplier au regard du contexte actuel, parce qu'il est quand même très difficile d'imaginer quelqu'un qui a été président de l'UEMOA être entre les mains de ses ravisseurs dans des conditions inhumaines et dégradantes telles qu'on peut l'envisager. Une inquiétude que partagent les membres du collectif pour la libération de Soumaïla Cissé ainsi que plusieurs institutions sous-régionales. Il faut dire que les négociations entamées depuis des semaines entre les ravisseurs et le gouvernement ne semblent pas porter leurs fruits. Une commission a été mise en place, dirigée par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga, a entrepris multiples démarches qui ont abouti à la libération de plusieurs des co-détenus de Soumaïla Cissé. Ce que l'on peut légitimement considérer comme un progrès dans le processus de dénouement de sa captivité. En fait, il n'y a pas de raison objective, à mon avis, de penser que le président de la République ou le régime actuel aurait un quelconque intérêt
à ce que Soumaïla Cissé reste en captivité. Je trouve que ce serait un peu naïf de penser que les négociations ne tourneraient qu'autour de l'argent. Parce que simplement, si c'était de l'argent, Soumaïla lui-même est suffisamment en position de pouvoir donner quelque chose de significatif à ses ravisseurs. Et je pense qu'il y a autre chose en plus de l'argent qui serait en train d'être négocié. Et c'est là où peut-être les inquiétudes peuvent aller. Quoi qu'il en soit, Ousmane Issoufou Maïga, président de la cellule de crise mise en place pour retrouver Soumaïla Cissé, s'est dit confiant ce 15 juin quant à une libération prochaine. Rappelons que c'est la première fois qu'un homme politique de cette ampleur est pris en otage au Mali. Dans l'actualité également, au Malawi, avocats et étudiants en droit ont investi les rues de plusieurs villes du pays. Une manifestation organisée ce mercredi 17 juin pour dénoncer les pressions exercées par le gouvernement contre le pouvoir judiciaire. L'origine de cette contestation, le départ à la retraite du juge en chef du Malawi, Andrew Nyirenda, forcé par le président Peter Mutharika. Un départ précipité puisqu'il ne devait pas partir avant 1 an et demi. L'annonce de son départ a également provoqué l'indignation de l'opposition. Leur chef de file, Lazarus Chakwera, a effectivement qualifié cet événement comme, je cite, un exemple spectaculaire d'interférence du gouvernement. Le départ de Andrew Nyirenda intervient à seulement quelques jours de la prochaine élection présidentielle avancée au 23 juin prochain. Un scrutin organisé après l'annulation de la réélection du président Peter Mutharika pour fraude. Après le Burkina Faso ou encore la Guinée-Bissau, la Guinée reçoit à son tour l'aide médicale du Maroc initiée par le roi Mohamed VI. La cargaison de matériel médical est arrivée ce lundi 15 juin à l'aéroport international de Conakry. Des équipements réceptionnés en présence du ministre guinéen des Affaires étrangères, Mamadi Touré, et de l'ambassadeur du Maroc en Guinée, Driss Isbayen. Un reportage de notre correspondante Nelly Claude Bessa. Après le Niger, la Mauritanie, le Sénégal, le Burkina Faso, l'aide médicale marocaine arrive en Guinée. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité agissante du Royaume à l'égard des pays africains frères comprend des équipements et produits de protection et de prévention ainsi qu'un lot de médicaments destinés à aider la Guinée à éradiquer le coronavirus. Cela montre que l'Afrique peut elle-même s'émanciper et être autosuffisante en capacité, en expertise. Et c'est pour ça que cela rentre dans la stratégie nationale du Maroc, de Sa Majesté, et l'action, l'initiative qu'il a lancée en avril dernier, visant à donner plus d'actions pragmatiques à l'Afrique pour lutter contre la Covid-19. L'ensemble des produits et équipements de protection composant les aides médicales acheminées vers la Guinée sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines et sont conformes aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Une action de solidarité inscrite dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI visant à établir un cadre opérationnel afin d'accompagner les efforts de la Guinée dans les différentes phases de gestion de la pandémie. Ce généreux don qui vient à point nommé, contribuant ainsi à la consolidation des excellentes et traditionnelles relations d'amitié, de coopération et de solidarité existant entre nos deux pays. Cette assistance désintéressée porte sur 500 000 masques, 60 000 visières, 40 000 charlottes, 4 000 blouses, 2000 litres de gel hydroalcoolique, 5 000 boîtes de chloroquine et 1000 boîtes d'azithromycine. Ce 16 juin 2020, la Guinée a prolongé l'état d'urgence sanitaire pour 1 mois en raison de la pandémie. Les données publiées par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire font état de 4 572 personnes déclarées positives depuis le début de la pandémie dans le pays le 12 mars 2020.
Le Bénin tablait sur une croissance de 7,6%. Les prévisions réajustées prévoient finalement un taux de croissance à 3,5% en raison de l'impact économique de la crise sanitaire. Pour limiter les conséquences de cette crise, le gouvernement béninois a lancé un plan de soutien et de riposte au secteur productif. Plus de 74 milliards de francs CFA ont ainsi été débloqués pour venir en aide aux ménages, aux entreprises ou encore aux salariés. Les précisions de Graziella Tchakounte et Victoria Seji. Il faut sauver l'économie béninoise. Conscients de l'urgence, les autorités de Cotonou ont mis sur la table 74,12 milliards de francs CFA. Un coup de filet pour les entreprises, les salariés, les artisans et les personnes vulnérables durement éprouvées par la pandémie de coronavirus. Les sociétés du secteur formel se taillent la part du lion avec une enveloppe de 63,38 milliards de francs CFA pour le paiement du salaire brut des employés et d'un certain nombre de taxes et exonérations. Le patronat accueille ces mesures avec satisfaction. C'est autant de choses qui montrent que les mesures ont été à la hauteur de ce que le secteur privé espérait. Il faut dire que le plan de riposte économique va plus loin. Il prévoit également la mise en place d'un fonds de bonification qui permettra aux entreprises du secteur privé formel d'obtenir des prêts à 0% auprès des établissements financiers pour une enveloppe globale de 100 milliards de francs CFA. C'est l'État qui s'engage à payer les intérêts en lieu et place du client. Donc la banque ne perd rien. C'est une bonne initiative également du fait que nos banques sont sur liquide. Cependant, cette mesure-là, d'accord, nécessite un cadrage bien ficelé car l'État ne prend pas le risque de défaut à la place de la banque et donc n'est pas garant du remboursement du prêt. Un bémol donc, le délai maximal pour le remboursement de ces emprunts qui a été fixé à 3 ans pour les crédits accordés par les banques et à 1 an pour les systèmes financiers décentralisés. Un délai jugé trop court selon certains observateurs. Les entreprises prendront-elles un tel risque? Rien n'est moins sûr, d'autant plus que pour l'heure, les spécialistes manquent de visibilité sur la fin de l'épidémie de Covid-19. Le Ghana mise sur son industrie de la volaille pour réduire sa dépendance aux importations. À cet effet, 23 millions de cédis ont été mis à disposition d'entreprises locales par la Banque de développement agricole du Ghana dans l'objectif de booster la production nationale. L'institution, qui est à son premier décaissement, espère voir la production doubler en vue d'assurer une autosuffisance nationale. Amenedji. Au Ghana, l'industrie de la volaille pourrait désormais faire partie des secteurs clés de l'économie nationale. Le pays, à travers la Banque de développement agricole, a injecté pour une première fois 23 millions de cédis, soit 3,9 millions de dollars dans 6 entreprises de la filière. Un décaissement qui vise à réduire à long terme la dépendance du Ghana aux importations de produits avicoles. C'est une très bonne chose. Le Ghana est en train de vouloir diversifier son économie, mais surtout de la rendre plus inclusive, de ce que les populations puissent bénéficier effectivement de la croissance. Vous savez que la croissance au Ghana, elle a frôlé les 9% en 2019. Elle a fait un bond de 5,6% en 2018, en faisant passer le pays de pays à faible revenu à pays à revenu intermédiaire faible. La production avicole au Ghana, c'est 58 000 tonnes pour une demande évaluée à 400 000 tonnes l'année. Ceci traduit la faiblesse de l'offre au niveau local, conduisant ainsi à plus de 370 millions de dollars par an versés dans les importations. Un premier décaissement de 3,9 millions de dollars sur une tranche globale de 500 millions de dollars. On voit très bien que les autorités ghanéennes ont pris la mesure du défi à relever dans ce secteur-là. Il faut rendre effectivement l'économie aux populations, la rendre plus proche des populations. La volaille n'est pas encore un secteur majeur de l'économie ghanéenne, mais ça fait partie du plan global, du défi global de diversifier l'économie ghanéenne. Le programme de soutien à la chaîne de valeur de la volaille au Ghana est à sa première tranche de financement. Par ailleurs, dans le cadre du programme élevage pour l'alimentation et l'emploi, 40 000 tonnes de viande de poulet de chair sont attendues pour l'année 2020. Des mesures fortes pour assurer une reprise des cours en toute sérénité. Telle est l'initiative prise par les directeurs d'établissements scolaires camerounais en zone rurale. En plus du matériel reçu de certains partenaires tels que l'UNICEF, les directeurs des écoles primaires ont veillé à ce que les élèves assimilent et respectent les mesures préventives. Un reportage de notre correspondante Viviane Baoken.
Le coronavirus ne passera pas par les établissements primaires en zone rurale au Cameroun. C'est là le leitmotiv des directeurs d'écoles publiques dans la région de l'Est. Depuis la reprise des cours le 1er juin 2020, ils s'attellent, grâce aux dons reçus des partenaires tels que l'UNICEF, à faire respecter les mesures barrières aux élèves. Dans les salles de classe, on a fait des espacements sur des bancs de manière décalée. Si l'un est à gauche, le second est à droite. Et chacun avait son cache-nez. Aucun enfant ne touche ni à la règle, ni au bic de l'autre. Donc chacun restait isolé, que ce soit à l'intérieur. On évite même les récréations de peur qui ne nous trouble, qu'on ne soit troublé. Tous les matins, le rituel est le même dans cette école primaire d'application de Batory dans la région de l'Est. Une fois sur le site de l'école et sous le regard des enseignants, les élèves, les uns après les autres, doivent obligatoirement se laver les mains. Quand nous arrivons à l'école, avant d'entrer, nous prenons les distances d'1 mètre, chacun son cache-nez, et nous passons au lavage des mains. Quand nous finissons de laver les mains, nous mettons le gel sur nos mains pour éviter le Covid-19 avant d'entrer dans nos salles de classe. Comme Audrey, ses camarades sont sensibilisés sur l'importance de poursuivre avec les gestes barrières, même en dehors des heures de cours. Sur le terrain, ce sont les relais communautaires qui aident dans la sensibilisation des parents sur le port du masque et le lavage régulier des mains. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.